Le Grand Méridien Hotel ne dormait jamais. Ses sols en marbre brillaient même à minuit, ses lustres diffusaient une lueur douce et son silence portait le poids de l'argent et du pouvoir. C'était un lieu conçu pour effacer l'inconfort, pour faire disparaître les problèmes avant même que les clients ne les remarquent. Alexander Hayes traversait ce silence comme s'il lui appartenait, parce que c'était le cas. À 37 ans, il avait bâti un empire qui remodelait les lignes d'horizon, concluait des accords à 9 chiffres autour de dîners, et lui avait valu des couvertures de magazines le qualifiant de visionnaire, impitoyable, inarrêtable. Ce soir-là, un autre contrat avait été scellé, une autre victoire, un pas de plus vers le sommet. Et pourtant, alors qu'il s'engageait dans le couloir silencieux menant à sa suite, quelque chose l'arrêta. Une jeune femme était assise par terre près d'un chariot de ménage, le dos appuyé contre le mur. Elle portait l'uniforme de l'hôtel, des gants jaunes encore aux mains, le corps replié sur lui-même comme si elle cherchait à se faire plus petite. Elle pleurait doucement dans son téléphone, inconsciente qu'elle enfreignait toutes les règles de professionnalisme imposées par le Grand Méridien. Le personnel était censé être invisible, surtout dans les moments de faiblesse. Ce qui l'avait poussé à s'asseoir ainsi devait être dévastateur. Alexander ralentit, puis s'arrêta. Entre deux sanglots, il saisit des fragments de ses paroles, perçut la peur à vif qui dépouillait toute politesse apprise. Elle parlait de médecins, du temps qui manquait, de ne jamais avoir assez, peu importe le nombre d'heures travaillées. Quand elle dit « S'il te plaît, n'abandonne pas, maman », quelque chose en lui se contracta douloureusement. Il n'avait pas entendu ces mots depuis des années, pas depuis que sa propre mère était en train de mourir, pas depuis les nuits passées dans le silence après des appels impossibles. La jeune femme le remarqua soudain et se releva précipitamment, la panique traversant son visage. Elle s'excusa trop vite, essuya ses larmes avec le revers de son gant, tenta de se réfugier dans le rôle pour lequel on l'avait formée. Une femme de ménage, une silhouette de fond. Quelqu'un dont les problèmes ne méritaient pas d'être reconnus. Mais Alexander ne passa pas son chemin. Il posa une question simple, une question que personne en position de pouvoir ne posait jamais à des gens comme elle. « Ça va ?» Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles et dangereux. Un instant, elle essaya d'insister qu'elle allait bien, que rien n'allait mal. Puis le poids qu'elle portait se fissura. Sa voix trembla lorsqu'elle parla de sa mère, du cancer, de 2 semaines restantes si le traitement ne se faisait pas, des 50 000 $ qu'elle ne pourrait jamais réunir, du fait d'être invisible dans un monde qui ne remarquait que ceux qui avaient de l'argent. Alexander écouta, et dans ce couloir, entouré de luxe et de silence, il sentit le passé heurter le présent. Il comprit que ce n'était pas seulement la crise de cette femme qui se déroulait devant lui. C'était un moment de choix, un moment qu'il pouvait ignorer, ou un moment qui pouvait tout changer. Emma n'avait jamais eu l'intention de dire tout cela à voix haute. Les mots lui avaient échappé parce que, pour une fois, quelqu'un s'était arrêté, quelqu'un l'avait enfin regardée comme si elle comptait. Elle lui parla du traitement expérimental, du chiffre qui résonnait sans cesse dans sa tête comme une condamnation plutôt qu'un prix, de la façon dont les banques riaient poliment lorsqu'elle demandait des prêts. Elle lui dit qu'elle frottait des salles de bain dans un hôtel où les clients dépensaient en une seule nuit plus qu'elle ne gagnait en plusieurs mois et que tout cela ne signifiait plus rien quand la vie de sa mère se mesurait en semaines. Lorsqu'elle eut terminé, elle se couvrit de nouveau le visage, honteuse de ses larmes, de son désespoir et même d'avoir besoin d'aide. Alexander sentit quelque chose en lui s'apaiser. Pas la part calculatrice qui évaluait les risques et les profits, mais celle qui se souvenait d'avoir été assis, des années plus tôt, sur une chaise en plastique dans un couloir d'hôpital, à compter les heures jusqu'à la fin des visites. Il lui posa des questions calmement, comme s'il s'agissait d'un problème ordinaire à résoudre, notant des noms et des détails dans son téléphone, tandis qu'elle l'observait, déconcertée. Lorsqu'il lui demanda de prendre une courte pause et de le suivre, elle hésita, partagée entre la peur d'enfreindre les règles et un espoir fragile auquel elle n'osait pas croire. Finalement, l'espoir l'emporta. Dans sa suite, entourée de verres et de lumières urbaines, Emma s'assit au bord du canapé comme quelqu'un qui craint de laisser des empreintes. Alexander passa un seul appel, parla d'un ton qui ne laissait place à aucune négociation, puis raccrocha sans cérémonie. Quand il lui dit que l'hôpital recevrait le paiement intégral dès le lendemain matin,
Elle le fixa comme s'il avait parlé une autre langue. Elle tenta de protester, de promettre un remboursement, de réduire ce don à quelque chose de supportable. Il l'arrêta doucement, lui expliquant que, jadis, quelqu'un avait fait la même chose pour lui lorsque sa propre mère était malade, et que 14 années empruntées avaient changé sa vie à jamais. Emma pleura alors, ouvertement, de ces pleurs qui surviennent quand le sol cesse enfin de se dérober sous vos pieds. Alexander lui dit d'appeler sa mère, de lui dire qu'elle n'était pas à court de temps. Lorsqu'Emma quitta la suite, sa voix résonna dans le couloir, brisée par l'incrédulité et la joie, et Alexander se retrouva de nouveau seul. Il pensa que tout s'arrêterait là, un cercle de bonté refermé. Il ne savait pas encore que ce n'était que le début, que sauver une vie avait le don de lier des destins d'une manière que l'argent ne pourrait jamais accomplir. Alexander s'attendait à ce que la gratitude s'estompe rapidement, qu'elle devienne un souvenir rangé parmi les bonnes intentions et les affaires conclues. Il avait tort. Le lendemain matin, alors qu'il descendait dans le hall de l'hôtel pour régler son départ, il aperçut Emma près de l'entrée, le dos droit mais le corps tendu, comme si elle avait répété ce moment 100 fois. Elle portait toujours son uniforme, mais ses cheveux étaient soigneusement arrangés et son visage fraîchement lavé, les traces de l'effondrement de la veille méticuleusement dissimulées. Lorsqu'elle s'approcha de lui, ses mains tremblaient, juste assez pour trahir le courage que cela lui demandait de parler. Elle lui dit que l'hôpital avait appelé à l'aube. Le traitement était programmé. Sa mère avait ri et pleuré en même temps, incapable de comprendre comment un inconnu avait pu tout changer du jour au lendemain. La voix d'Emma se brisa lorsqu'elle tenta d'expliquer ce que cela signifiait, non seulement en année sauvée, mais en dignité retrouvée. Elle dit que, pour une fois, quelqu'un l'avait vue, non comme une main-d'œuvre de l'ombre ou un service invisible, mais comme une fille se battant pour la vie de sa mère. Elle lui demanda 5 minutes, rien de plus. La curiosité l'entraîna autant que toute autre chose. Dans un petit café au bout de la rue, Emma lui montra des photos sur son téléphone. Une femme souriant malgré l'épuisement, une enfant accrochée à son côté, des années de résilience silencieuse capturées dans des clichés imparfaits. Elle parla de son enfance sans père, de sa mère qui avait tout sacrifié, sans jamais se plaindre, de la peur de lui faire défaut maintenant que cela comptait le plus. Elle dit qu'elle devait le rembourser, non parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'elle avait besoin de se prouver à elle-même qu'elle pouvait tenir debout seule. Alexander l'écouta, puis lui fit une proposition qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il lui dit de transmettre ce qu'elle avait reçu, de devenir l'aide qu'elle avait elle-même espérée, quand le monde semblait fermé. Lorsqu'elle insista pour faire les deux, il sourit, reconnaissant une détermination obstinée qu'il connaissait bien. Il lui demanda quels étaient de ses rêves, et quand elle avoua vouloir devenir infirmière, il lui tendit sa carte avec un numéro écrit au dos. « Une porte, expliqua-t-il, n'est utile que si quelqu'un choisit de la franchir. » Quand Emma partit, serrant cette carte comme une bouée de sauvetage, Alexander sentit une étrange certitude s'installer en lui. Ce n'était pas de la charité, c'était une continuité, une chaîne de moments transmis de main en main, s'étendant bien au-delà de ce que l'un ou l'autre pouvait voir. Et quelque part dans cette chaîne, comprit-il, leur devis venait de changer de trajectoire. Le temps fit ce que l'argent seul n'aurait jamais pu accomplir. Il guérit, lentement et de manière inégale, mais de façon indéniable. Par l'intermédiaire de son assistante, Alexander recevait des nouvelles qu'il faisait semblant de ne pas attendre. Le traitement de Catherine Walsh avait commencé, puis montrait des signes de réussite avant de pousser le cancer en rémission. Emma s'inscrivit à l'école d'infirmière grâce à la bourse qu'il avait discrètement organisée, conciliant les cours avec des services le week-end à l'hôtel. Son épuisement était désormais nourri par l'espoir plutôt que par la peur. Alexander se répétait qu'il ne faisait que tenir une promesse. Pourtant, il remarquait à quelle fréquence il demandait des nouvelles, à quel point il s'était investi dans une vie qui, autrefois, lui était invisible. Près de 2 ans s'écoulèrent avant que leurs chemins ne se croisent de nouveau. Alexander revint au Grand Méridien pour un autre déplacement professionnel tardif, s'attendant à retrouver le marbre familier et l'anonymat. À la place, il entendit son nom prononcé avec incrédulité et joie. Emma se tenait devant lui,
Vêtu d'une tenue médicale, un sac à dos jeté sur l'épaule, sa posture assurée d'une manière qui le fit s'arrêter. Elle travaillait encore occasionnellement à l'hôtel, expliqua-t-elle, mais passait désormais ses journées dans les couloirs de l'hôpital, apprenant à prendre soin des autres comme elle avait autrefois prié pour que quelqu'un prenne soin de sa mère. Lorsqu'il demanda des nouvelles de Catherine, le sourire d'Emma s'élargit. 18 mois sans cancer, de retour au travail, vivante d'une façon qui semblait encore miraculeuse. Elle le qualifia d'ange gardien, et il balaya l'expression d'un geste, mal à l'aise face à des titres qui ne lui semblaient pas lui appartenir. Mais Emma n'en avait pas fini. Elle lui tendit une enveloppe, plus mince que l'orgueil, mais lourde de sens. 2000 $, un début. Il hésita, se souvenant de sa promesse, mais vit dans ses yeux qu'il ne s'agissait pas d'un remboursement à son égard. Il s'agissait de reprendre possession de sa propre force. Il accepta, à une condition, que l'argent soit versé au fonds contre le cancer de l'hôpital, au nom de sa mère. Ils parlèrent plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. Emma évoqua ses patients. La découverte de son désir de se spécialiser en oncologie, l'étrange don de comprendre la peur de l'intérieur. Alexander partagea ses projets de créer une fondation destinée aux familles prises au piège de crises médicales, des personnes écrasées non seulement par la maladie, mais aussi par le coût de la survie. Au moment de se quitter, Emma lui confia qu'elle avait prié pour un miracle cette nuit-là dans le couloir et que lui en avait été la réponse. Alexander y réfléchit en silence. Puis répondit que peut-être les gens étaient de fait pour être des réponses les uns pour les autres, s'ils choisissaient de s'arrêter et de regarder. En la regardant se fondre dans la foule, Alexander comprit quelque chose de nouveau. La compassion n'était pas un acte unique, c'était un engagement qui, une fois pris, ne cessait de demander à être honoré encore et encore. 5 ans après cette nuit dans le couloir, Alexander était assis sur une scène, sous des projecteurs éclatants, tandis que son nom était annoncé pour un prix honorant le leadership philanthropique. Le public applaudissait, mais son regard cherchait autre chose. Il le trouva au 3e rang. Emma Walsh était assise là, dans une robe simple, son mari à ses côtés, leurs 2 jeunes enfants chuchotant avec excitation entre eux. L'espace d'un instant, les années se superposèrent et Alexander la revit telle qu'elle était alors, effrayée, épuisée, serrant son téléphone de main tremblante et suppliant le temps de ralentir. Lorsqu'il prit la parole, il n'énuméra ni chiffres, ni projets, ni immeubles. Il raconta une histoire. Il parla d'un couloir d'hôtel, d'une jeune femme qui se croyait invisible, d'une mère à qui il ne restait que 2 semaines à vivre. Il dit que le plus grand investissement de sa vie n'avait pas été dans l'immobilier ou la technologie, mais dans le fait de s'arrêter assez longtemps pour poser une question simple et de se soucier suffisamment pour attendre la réponse. Il affirma que la richesse ne signifiait rien si elle passait à côté de la souffrance sans la remarquer. Après la cérémonie, Emma le rejoignit près de la sortie. Elle le remercia une nouvelle fois, non plus avec désespoir, mais avec une certitude sereine. Sa mère avait vécu 15 années de plus, assez longtemps pour rencontrer ses petits-enfants, assez longtemps pour voir sa fille devenir l'infirmière qu'elle avait toujours rêvé d'être. Emma avait tenu sa promesse. Elle avait aidé des centaines de familles grâce à la fondation, les guidant à travers la peur et la confusion, restant à leur côté comme quelqu'un l'avait autrefois fait pour elle. Lorsque Catherine Walsh s'éteignit finalement, ce ne fut ni dans la panique, ni dans le regret. Elle était entourée de sa famille, de ces années qui n'avaient jamais été garanties. Aux funérailles, Emma parla de la bonté comme de quelque chose qui se multiplie, et non de quelque chose qui s'épuise. Elle dit qu'un jour, un inconnu s'était arrêté, alors qu'il aurait pu continuer son chemin, et que ce choix avait façonné des générations. Des années plus tard, Alexander repensait souvent à ce couloir. Il comprenait désormais que le succès ne se mesurait pas au contrôle ou au pouvoir, mais à la présence, au fait de choisir de voir, de choisir d'agir. Il avait bâti des tours et des fortunes, mais l'héritage qui comptait le plus avait commencé par une pause, une question et une décision de se soucier des autres. Et quelque part, dans les moments de calme de sa vie, Alexander connaissait la vérité qu'Emma avait incarnée avec tant de justesse.
Parfois, les plus petits actes de compassion créent les échos les plus durables, et un seul instant de bonté peut devenir toute une vie de guérison. Si cette histoire a résonné dans votre cœur, un commentaire, un j'aime ou un partage serait un merveilleux soutien. N'oubliez pas de vous abonner à Life's Message New pour continuer ce voyage avec nous. Bon, fais ce qu'est, sauf hésiter à en dire au pour cette éditis ma